pour naviguer dans le document, c'est toujours comme d'habitude dans les logiciels Adobe, la touche Alt et la roulette de la souris. Si ça ne marche pas, la roulette de la souris? La souris ne fonctionne pas. C'est pas grave, c'est très bien, on va utiliser le raccourci clavier. Le raccourci clavier, barre d'espacement et touche commande du Mac, ou contrôle si vous êtes sur un PC un jour. Barre d'espacement, commande, vous avez une petite loupe positive qui apparaît, vous cliquez, ça zoome en avant. Barre d'espacement, commande et Alt, c'est la loupe négative, vous cliquez, ça zoome en arrière. Bon, c'est moins pratique que la roulette, mais pourquoi pas, ça marche. Hein. Donc barre d'espacement, commande, on clique, ça zoome en avant. Barre d'espacement, commande, Alt, ça zoome en arrière. Voilà. Et pour passer d'une page à l'autre, vous avez le petit ascenseur sur le côté, puisque votre roulette ne fonctionne pas non plus. Pour ça. Bien. Alors on va aller dans la palette page, menu fenêtre page, menu Window Pages. Dans la palette page. Alors la palette page ici est présentée d'une manière particulière. La vôtre ressemble plutôt à ceci. Les pages se superposent, on est d'accord? Ah oui, votre palette page, elle est peut-être accrochée sur le côté, comme ça. Et vous cliquez sur elle. Puis vous allez la prendre par son onglet, là. Cliquez, glissez, pour la sortir, pour en faire une palette flottante. Donc, votre palette page ressemble à ça. Vous allez essayer de l'agrandir avec sa petite case en bas à droite. Comme ça. Et chez moi, j'ai les pages qui se mettent les unes à côté des autres, comme ça. Et pas chez vous, parce qu'il faut enclencher certaines options. Vous avez toujours les pages qui sont l'une au-dessus de l'autre, malgré que vous avez élargi la palette. Donc vous allez dans le menu de la palette, chaque palette a un menu en haut à droite, et vous allez demander ici « Voir les pages de manière horizontale », afficher les pages horizontalement. Ça va vous mettre les pages qui sont dans la partie inférieure de la palette page. Les pages du document vont être présentées à ce moment-là, les unes à côté des autres, comme ça peut être sympa. À condition, bien sûr, que vous ayez élargi la palette, parce que si elle est étroite, ça revient au même que de ne pas avoir enclenché ça. Ensuite, vous allez dans le même menu, vous allez jusqu'à la dernière ligne, options de panneau. Et ici, à Masters, à Gabarit, vous allez vous allez décocher montrer verticalement. Vous allez décocher afficher verticalement et ça vous met les gabarits l'un à côté de l'autre aussi comme ça. C'est la partie supérieure de la page. C'est quoi? Ce sont des modèles de pages. Alors ces modèles de pages, je les ai faits pour vous. Ils sont particuliers. Ils permettent de faire des mises en page sur base d'un système de grille, mais une grille très simple ici. Donc ça veut dire que toutes les pages que vous voyez là dans la palette pages sont basées sur le système de la grille, soit sur une grille à 3 colonnes par page, donc c'est double page ici, c'est ce qu'on appelle une planche dans InDesign. On a une page de gauche, une page de droite. Donc chaque page a 3 colonnes, celles qui sont basées sur le gabarit B, ou celles qui sont basées sur le gabarit C, elles ont 4 colonnes. Parfois on a fusionné 2 colonnes 2 par 2 pour obtenir 2 larges colonnes. C'est le cas ici, par exemple. Sur la page 10, ce sont 2 petites colonnes qui ont été fusionnées. Par contre, sur la page 3, on voit que les 4 colonnes ont été gardées séparées. Donc c'est très souple au niveau de la mise en page. Une fois que vous avez généré des pages sur base de l'un ou l'autre de ces gabarits, le B ou le C, vous fusionnez des blocs ensemble pour mettre du texte ou des images dedans. C'est le principe. On voit que les gabarits B et C sont basés sur le gabarit A. Ça n'a pas d'importance ici, mais c'est ça que la petite lettre A veut dire. C'est du parentage de gabarit. Mais donc, c'est pas très important ici. Il y a un gabarit spécial qui a été créé au départ de pages du document. C'est des pages dans le document, c'est lesquelles c'est celle avec le crocodile qui s'appelle Odile, bien sûr. Il est là. C'est les pages 2-3 qui ont servi à générer une page de gabarit. Et donc l'idée, c'est que oui, vous avez fait une mise en page pour votre document, mais vous savez que dans un mois, c'est un mensuel, vous allez devoir refaire un document similaire. Ben, vous pouvez stocker une des pages du premier document en tant que gabarit. Il suffira de générer
dans le second document un mois après, donc il suffit de générer des pages dans le nouveau document basé là-dessus et de remplacer les images par d'autres, le titre par un autre, le texte par un autre, et vous gardez la même structure, mais rapidement vous faites une mise en page comme ça, c'est l'idée en fait. Hein. Donc il est possible techniquement de générer une page au départ un gabarit au départ d'une page en fait. Hein. Voilà, on peut le faire comme ça, vous voyez. Vous allez activer les pages 8 et 9 ensemble. Allez-y, clic, majuscule clic pour qu'elles soient toutes les deux sélectionnées. Et dans le menu de la palette des pages, vous demandez gabarit, enregistrer en tant que gabarit. Résultat, vous avez là, enfin ça dépend de la largeur de votre palette bien sûr, ça pourrait être aussi là, voilà. Vous avez stocké la page en tant que gabarit pour pouvoir réutiliser ça. Voilà, donc on va peut-être utiliser ça, on va générer des pages 14, 14, 15, 16, 17, on va essayer de faire ça. Donc maintenant que vous avez stocké ça dans le haut là, vous allez activer les deux pages du gabarit, le gabarit E, et vous allez les glisser à la suite. Là, vous devriez voir une barre verticale qui vous indique que vous allez insérer à cet endroit-là. Et voilà, page 14 et 15 basées sur le gabarit E. Bon. Alors vous pouvez aussi essayer ceci. Vous amenez la page de gauche uniquement du gabarit E, ça devient la page 16. Donc là, j'ai pas fait clic, majuscule clic, j'ai juste emmené la page de gauche à cet endroit-là. Voyons un peu si on peut prendre la page de droite du gabarit D et aller la mettre là. Et voilà, on a une page de gauche qui suit le gabarit E et une autre qui suit le gabarit D. Donc non seulement on peut multiplier les configurations d'images, de texte sur les pages, on peut en plus les enregistrer pour rapidement les réutiliser dans n'importe quel document, ce qui va être suivi et basé sur le même schéma. Et en plus, on peut mélanger page de gauche, page de droite. Donc c'est pas mal ça. Alors on va enregistrer le document. Faites fichier enregistrer sous. Et dans le dossier que vous avez dézippé, on va les mettre dans un premier temps. On va les mettre les choses là. Je vais renommer. C'était 35, je vais l'appeler 36. Donc à côté du document 35.indd, il va y avoir le document 36 INDD. À la fin de la session d'aujourd'hui, ok, c'est bien, il m'a planté. Toujours excellent. Je vais relancer InDesign pour voir s'il me récupère, parce que normalement il doit récupérer les choses. Est-ce que ça a enregistré chez vous? Ça n'a pas planté? Bon. C'est peut-être parce que j'avais mon nettoyeur de Mac là qui était en train de tourner derrière, il a peut-être supprimé un fichier que InDesign était en train d'utiliser. On va vérifier. Bon, bah il m'a perdu mon travail, c'est pas très grave ici. Je suis certain que c'est quasiment parce que j'avais le nettoyeur de Mac qui tournait derrière, un utilitaire qui tournait derrière, mais c'est pas très grave. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris les pages 8 et 9, on les avait mises, non, en tant que gabarit. Oui, ça marche aussi quand on déplace, voilà. C'est vrai que la fonction que je vous ai montrée, c'est par le menu, mais ça fonctionne aussi quand on déplace, voilà. Puis on avait été ajouter ces pages-là. Je pense que c'est ça que j'avais fait en tant que page 14 et 15. Puis j'avais pris uniquement la page de gauche là en tant que page 16. Puis j'avais été chercher la page droite du gabarit D en tant que page de droite la 17. Voilà, on en était là. Bon, ben je réessaye l'enregistrement. Si ça ne fonctionne pas, on arrêtera de travailler pour aujourd'hui. Hein. Non, je rigole, c'est pas possible. Alors, voilà. Bon, ben on dirait qu'il a bien enregistré là, c'est bien. Bon, ben allons travailler sur une des pages ici, sur la page 10. Donc double-cliquez sur la page 10 dans la palette page.
Elle devrait apparaître là derrière. Alors, la palette des outils, je vais vous demander de la mettre en 2 colonnes. À l'aide de la petite double flèche ici, vous allez cliquer sur la double flèche une fois, 2 fois, vous la mettez en 2 colonnes. Si vous avez cliqué sur la croix, vous n'avez plus de palette des outils, c'est foutu pour aujourd'hui, vous arrêtez de travailler, je rigole. Vous allez dans le menu Fenêtre et vous demandez Outils et ça va réapparaître. Donc la palette des outils en 2 colonnes, voilà, c'est un choix. InDesign a longtemps fonctionné avec une palette des outils en 2 colonnes. Enfin, et les autres logiciels Adobe aussi, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de la mettre en 2 colonnes. Et l'avantage, c'est qu'on a des échantillons couleurs bien grands, on voit bien les choses là. Et alors, ce qui m'intéresse ici, c'est le fait qu'on soit en affichage aperçu, c'est-à-dire que vous avez un aperçu de ce que ça va donner quand ça va sortir sur le support final. Support final qui peut être quoi? Dans InDesign, ça peut être un document papier imprimé, mais ça peut aussi être une application pour tablette, parce que InDesign peut faire ça. Il a parfois besoin d'un petit module en plus quand même pour arriver à faire ça, notamment ici Aquafadas, qui est un logiciel qui s'ajoute à InDesign et qui permet d'adapter un document InDesign pour qu'il soit transformé en application pour tablette ou smartphone. Donc on peut aussi générer des pages web, du HTML, CSS avec InDesign. Donc c'est pas seulement l'impression InDesign. C'est pas seulement pour l'impression. Donc voilà, vous avez la page 10 qui est là. Et oui, donc je disais, la case aperçue vous permet de voir ce que ça va donner à la sortie, mais la plupart du temps, quand on va travailler dans InDesign, on sera en affichage normal. Vous voyez le petit W entre parenthèses, ça veut dire que c'est le raccourci clavier. Si vous enfoncez la touche W sur le clavier, quand vous n'êtes pas évidemment en train de travailler dans le texte, sinon ça mettra un W dans le texte, logique. En tout cas, voilà, quand vous enfoncez la touche W, c'est le raccourci pour passer de l'affichage normal vers l'affichage aperçu. Donc voilà, je suis en affichage normal et on voit des lignes, repères. Et en fait, ça se voit sur la page 11 d'à côté. Toutes les pages du document ont été démarrées au départ de choses comme ça, des rectangles roses, certains ont été supprimés, d'autres ont été agrandis, voilà. Certains ont reçu du texte, certains ont reçu des images. Donc c'est ça. Ok, alors ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez réduire la taille d'un des blocs. Sur la page 10, vous allez avec la flèche noire cliquer sur le bloc. Il se sélectionne, on voit. C'est pas évident, parfois il ne se sélectionnera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une palette des calques, menu fenêtre calque, et dans la palette des calques, peut-être que le calque qui contient les textes, à un certain moment, ils vont être verrouillés, mais c'est pas le cas ici. On a un calque images et texte qui contient les images et les textes, comme son nom l'indique. Il n'est pas verrouillé, il n'y a pas de petit verrou ici. Quand on clique, évidemment, il y en a un. Mais là, je reclique, il s'en va. Les autres sont verrouillés. Les calques qui contiennent les repères, ces lignes qui nous servent à construire le document. Et aussi un calque qui contient des fonds colorés derrière, il est verrouillé aussi. Donc ça, c'est assez intéressant de comprendre que quand vous essayez de sélectionner un élément, bien sûr, s'il ne se sélectionne pas, c'est que le calque est peut-être verrouillé. Et que aussi, on a intérêt à verrouiller les calques sur lesquels on ne travaille pas. Ça fonctionne par cliquer-glisser, la palette des calques. Si vous glissez, cliquez-glisser, ça verrouille en masse ou ça déverrouille en masse. D'accord? Même chose dans les autres logiciels, Illustrator, Photoshop, c'est le même principe. Si vous voulez verrouiller tous les calques sauf un, c'est aussi comme ça dans Photoshop Illustrator, c'est la touche Alt, vous cliquez sur la petite case vide en face du calque, les verrous arrivent dans les autres. Ça peut être pratique. Donc je vous conseille de travailler comme ça dans InDesign. Quand vous travaillez sur un calque, verrouillez les autres comme ça. Quand vous manipulez avec la flèche noire sur les pages, vous n'enclenchez pas des choses, vous ne bougez pas par erreur des choses qui ne doivent pas l'être. Bien, donc bloc de gauche, je prends la poignée du dessus, là, cliquez, glissez, et je vais l'amener juste sous la gouttière qui est là. On appelle ça une gouttière, l'espacement qui est prévu pour espacer des textes et des images. Bien. Donc voilà, il suffit de le déplacer. Sous la gouttière, c'est pas mal.
Ok. Alors, ce sont deux blocs qui sont chaînés, c'est-à-dire que le texte qui est dans le premier bloc coule dans le second. Donc, le fait d'avoir réduit la taille du premier bloc n'a pas fait disparaître du texte, il est simplement passé au-dessus du bloc suivant. Par contre, il y a plein de texte qui sort en dehors du bloc. C'est ça que la petite croix m'indique là sur le bloc de droite. La petite croix rouge m'indique qu'il y a du texte en excès. C'est pour ça qu'on a aussi une indication en bas ici, il y a une erreur. Enfin, il y en a même trois. Il y a trois endroits dans le document où il y a du texte qui sort du bloc qui n'est pas visible parce que le bloc n'est pas assez grand. D'accord? Bon, ben, c'est du faux, c'est du faux texte. Dans un premier temps, on est en train de concevoir la maquette du document. Donc, c'est du faux texte, ce n'est pas une importance énorme. Évidemment, le jour où ce sera le vrai texte, il faudra qu'il apparaisse en entier. Sinon, le journaliste aura travaillé pour rien. En tout cas, les derniers paragraphes n'apparaîtront pas, ce sera nul. Ce qu'on va faire ici, pour que ce soit propre, si vous voulez, on prend l'outil texte et on va aller positionner le curseur juste à la fin du dernier ou de l'avant-dernier paragraphe, c'est vous qui voyez. Voilà. Vous voyez la petite balise, là, vous la voyez, la balise? C'est parce qu'on a demandé que les balises apparaissent. Les balises, ce sont des indications de formatage du texte. Ça, c'est parce qu'on est allé dans le menu texte et qu'on a demandé à un certain moment. C'est pas vous qui l'avez fait, c'est avant. Le document a été conçu avant et pendant la conception du document, on est allé dans le bas du menu texte demander afficher les caractères masqués. Évidemment, ici, vu qu'ils sont affichés, ça me propose de les masquer. Logique. Hein. Mais c'est de là que ça vient. Donc la plupart du temps, quand vous allez travailler dans InDesign, vous afficherez les balises de texte. C'est quand même plus pratique de voir où terminent les paragraphes. Et alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sélectionner tout le texte qui suit le curseur. Alors au passage, petite astuce, vous voyez ce que je fais là? Je suis en train de travailler dans le texte, j'ai le curseur qui est là, et pourtant j'arrive à prendre la main pour bouger dans la fenêtre le document. C'est la touche Alt. Quand vous êtes en train de travailler dans un texte pour avoir la main pour bouger les choses, vous enfoncez la touche Alt. Quand vous ne serez pas en train de travailler dans un texte, par exemple, si je clique à côté du bloc, il ne sera plus sélectionné. Je ne suis pas en train de travailler dans un texte à ce moment-là. Si je veux la main, c'est la barre d'espacement. Voilà, donc ça c'est vraiment une bonne astuce dans InDesign pour manipuler les choses. Je ne suis pas en train de faire du texte, j'ai la barre d'espacement qui est le raccourci de la main de la palette des outils, mais enfin quand on est un pro, on ne va jamais activer ces choses-là. Hein. La loupe et la main, on ne va pas aller commencer à activer ces outils-là, on utilise les raccourcis, c'est tellement souvent qu'on les utilise. Et donc là, si je prends l'outil texte et que je suis en train de manipuler du texte, je vais devoir, pour avoir la main, enfoncer la touche Alt. D'accord. Alors, on va donc sélectionner tout le texte, même celui qui n'apparaît pas, le texte qui est à la suite du curseur. Voilà. Je viens d'enfoncer trois touches. La touche commande, la touche majuscule. Confondez pas avec verrouillage majuscule, c'est vraiment la touche majuscule. Donc commande et majuscule enfoncée, et vous avez, sur le clavier étendu, vous avez une flèche qui pointe vers le bas à droite. Je vous montre où elle se trouve sur mon petit clavier virtuel, comme ça vous allez voir de quelle flèche je parle. Je parle de cette flèche-là, voilà, ça. Donc vous enfoncez commande, majuscule et la flèche qui pointe vers le bas à droite, et ça devrait vous sélectionner, comme on voit ici, le texte, plus tout ce qui est en dehors du bloc et qui n'apparaît pas. Alors voilà, on va couper le texte. Imaginons que c'est un vrai texte qui n'apparaît pas en entier. Je vais le couper, donc l'envoyer dans le presse-papier, donc dans la partie de l'ordinateur qui sert au transfert d'informations. Donc je fais un commande X. Et donc voilà. Et il n'y a plus la petite croix rouge puisqu'il n'y a plus de texte en excès. Et au lieu de 3 erreurs, j'en ai maintenant seulement 2. Donc sur d'autres pages, il y a encore du texte en excès, mais c'est pas grave. Voilà. Et alors ce qu'on va faire sur la page ici, de droite, la page 11 donc, on va aller mettre le texte dans un des blocs là. Voilà.
Est-ce que vous avez accès? Vous avez accès aux blocs qui sont déverrouillés? C'est bien, c'est parce qu'on les a déjà déverrouillés en libérant tous les éléments du gabarit. Parce que normalement, quelque chose qui vient du gabarit, ben ça vient du gabarit, ça. Vous voyez que la page sur laquelle je suis en train de travailler là, la page 11, utilise le gabarit C. Le gabarit C, il est là au-dessus. Voilà, ça vient du gabarit, tous ces blocs roses. Et normalement, pour arriver à travailler sur ce qui vient du gabarit, il faut le déverrouiller en enfonçant commande majuscule et en cliquant sur lui. Mais ça a déjà été fait pour vous. Par contre, sur vos pages que vous avez ajoutées tout à l'heure, 12, 13, non, c'est déjà décoché aussi, ça va, la fonction est cochée, donc ça marche. Voyons, non, c'est 14 que vous aviez ajouté, à 14 et... Oui, voilà, là, ça c'est verrouillé. Allez-y un peu, allez voir sur la page 14, sur la page 15, double-cliquez sur la page 15. Essayez avec la flèche noire de sélectionner un bloc texte ou quelque chose. Rien ne se sélectionne, parce que ça vient du gabarit, et ça n'a pas encore été déverrouillé. Ben, je vous montre alors, hein. Quand ça vient du gabarit, pour pouvoir le manipuler, il faut enfoncer commande et majuscule, donc sur le PC ce sera toujours CTRL majuscule, il y a la touche commande... Du Mac, il faut utiliser la touche contrôle sur les PC pour faire la même chose. Et il faut cliquer sur l'élément que vous voulez déverrouiller. Et à ce moment-là, il est déverrouillé. On peut en faire ce qu'on veut. J'annule le déplacement une fois, deux fois. Mais enfin, vous avez vu le principe. Hein. Donc, ne vous étonnez pas quand vous créez des pages au départ de gabarit. Au départ, elles seront... tout sera verrouillé, inaccessible. Bien. Alors, bon ben voilà, je viens donc de déverrouiller un élément de la page 15, avec commande majuscule et cliquer, et les autres éléments sont toujours verrouillés. Donc si vous avez plein d'éléments sur une page et que vous voulez les manipuler, il va falloir, avec commande majuscule, cliquer sur chacun. Sauf qu'il y a un autre système qui vous permet de le faire d'un coup, sur toute la page. Par exemple, ici, je sélectionne, je suis en train de travailler sur la page 15, oui. Je vais dans le menu de la palette page, demander, alors à cet endroit-ci, ça doit être en français, libérer tous les éléments du gabarit, un truc comme ça. Donc, override all master page items. Du coup, normalement, tout est libéré, tout est déverrouillé tout seul, voilà, oui, tous les blocs qui sont sur la page sont déverrouillés. Pas ceux de l'autre page parce qu'elle n'était pas sélectionnée, mais ceux de cette page-là, voilà, ils sont déverrouillés, donc voilà, ça peut être utile aussi. Et ça peut se faire sur plein de pages aussi d'un coup, hein. Par exemple ici, je pourrais dire, tiens, de la page 14 à la page 17, voilà, donc clic, majuscule, clic. J'ai 4 pages qui sont sélectionnées. Je vais enclencher l'option dans le menu, libérer tous les éléments du gabarit. Et bien du coup, maintenant, mes pages 17 et 16, enfin toutes les pages ont leurs éléments déverrouillés. Il n'y a pas de problème. Bon. Alors, on retourne. Si vous n'avez pas eu le temps de faire ça, c'est pas grave, vous aurez le temps de réessayer plus tard. On retourne sur notre page qui nous intéressait, on était en train de travailler sur la page 11 et on avait constaté, tiens, sur la page 11, les blocs roses, là, couleur corset de grand-mère, j'adore cette couleur-là, ils sont... ben si, hein. Paraît que c'est à la mode en plus, les grand-mères. Alors, vous avez les blocs qui sont déjà déverrouillés. Voilà. Alors, c'est un bloc quoi? C'est un bloc image, ça, ou c'est un bloc texte? Ben, c'est un bloc image, normalement, mais on peut le transformer en bloc texte. Tant qu'il ne contient pas... Tant qu'il ne contient rien, comme c'est le cas maintenant, il ne contient rien, on peut le transformer en bloc texte si on veut. Bon, s'il y avait déjà une image dedans, il faudrait supprimer l'image pour pouvoir le transformer en bloc texte. Mais ici, pas de problème. Je vais prendre l'outil texte, je vais cliquer là sur le bloc, les diagonales s'en vont. Oui, parce que les diagonales, les blocs à diagonale dans InDesign, ça symbolise les blocs qui sont prévus pour des images. Quand vous faites une maquette, une charte d'un magazine et que vous voulez
indiquer qu'à certains endroits ce seront des images, vous faites des rectangles avec des diagonales. C'est un vieux truc qui vient des imprimeurs, ça a plusieurs siècles en fait. Ça, hein. C'est quand on faisait des projets de mise en page pour indiquer que ce seront des images, on faisait ça. Enfin, plusieurs siècles, plus d'un siècle on va dire, parce que les images insérées dans le texte sur la même page, c'est quand même assez récent, début du XXe siècle. Voilà, donc le texte qu'on a coupé là tout à l'heure, il est normalement toujours dans le presse-papier. Non, on n'a pas fait d'autre chose en attendant. Hein. Je vais faire un commande V, voilà, il est collé. Parfait. Enfin, presque. Tiens, il y a une ligne vide. Vous voyez, chez moi, il y a une ligne vide là. Il y a un paragraphe avec rien devant. Je vais mettre le curseur à cet endroit-là et enfoncer la touche suppression de caractère sur le clavier. Voilà. Donc j'ai mis... Là, j'annule pour vous montrer que si vous avez la même chose que moi, un paragraphe vide là tout au début, vous pouvez mettre le curseur devant le début du vrai paragraphe, enfoncer la touche suppression et le caractère qui est juste avant, la balise, s'en va. Donc on n'a pas ce paragraphe vide au début. Alors, ce bloc texte, le fond rose, ben, c'est pas génial, on va le supprimer. Donc vous avez votre bloc qui est sélectionné. Vous êtes peut-être en train de travailler dedans avec le curseur texte, donc il vaut mieux le sélectionner avec la flèche noire. Et le fond rose est là. Vous avez déjà fait du Illustrator? Bon, ben vous connaissez, alors c'est le même principe. Hein. Pour supprimer la couleur du bloc, vous allez cliquer sur la diagonale, voilà, c'est de la transparence. C'est de la transparence. C'est pas du blanc, hein. C'est pas un fond blanc, c'est vraiment de la transparence. Si on met des images derrière, le texte va venir par-dessus. Ensuite, on a le fait que le bloc soit quand même minuscule. Donc ce qu'on va faire, regardez, vous allez essayer après. Avec la flèche noire, je vais aller sélectionner plusieurs blocs comme ça. Touche suppression, là aussi. Puis je clique sur celui-là, je prends la poignée, je l'agrandis. Et voilà, on a la suite du texte. Alors, il n'y a pas de chaînage, le texte ne coule pas. Dans ce cas-là, il ne coule pas, c'est vraiment deux blocs séparés. Hein. Alors, allez-y, essayez ça. Bon, on va s'occuper maintenant des images, hein, comme ça, vous voyez. Bon, même principe, je vais ici supprimer 4 blocs, voilà. Agrandir celui-là, et dans celui-là, je vais pouvoir mettre une image. Je vais aussi supprimer des blocs ici. Je vais mettre finalement 3 images sur cette page. Voilà. Des blocs ici. Oui, en fait, l'idée, c'est qu'on a plus de blocs que nécessaire, et puis on les fusionne. On les fusionne, c'est des petits modules, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça une grille modulaire. C'est des petits modules qu'on supprime, on en agrandit certains, voilà. Bon, si jamais vous voulez changer d'avis en cours de route, il est toujours possible. Par exemple, ici, je modifie ça, voilà. Entre les deux, je voudrais une autre image en plus. Touche Alt, je déplace le bloc en enfonçant la touche Alt, ça fait une copie, comme dans tous les logiciels Adobe, voilà. On peut aussi aller en rechercher sur une autre page, un bloc rose sur une autre page. Alors, ces blocs roses ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont pré-réglés pour que quand je mets une image dans eux, l'image se redimensionne toute seule. Je vous montre comment c'est fait. C'est dans le gabarit que ça a été fait, hein, mais on peut le voir ici aussi. Quand vous sélectionnez n'importe lequel d'entre eux, vous allez dans le menu Objet, Ajustement. Et vous avez ici les options d'ajustement. Menu Objet, Ajustement, Options d'ajustement. On voit que c'est pré-réglé pour que l'image remplisse le bloc. Fill frame, remplir le bloc. Proportionnellement, ça veut dire que l'image ne s'écrase pas dans un sens ou l'autre. Les proportions de l'image restent correctes. Remplir le bloc proportionnellement. Et donc ça, c'est pratique. Eh bien, on va aller faire une image. Chercher une image, en fait, sur le web. Donc, allez-y.
Alors on peut le faire par Google, mais le problème de Google, c'est qu'il y a quelques temps, ils ont retiré le bouton qui permet d'afficher facilement les images en haute définition. On peut faire réapparaître ce bouton dans le Google Images avec un petit module qu'on ajoute au navigateur. Mais vous ne l'avez pas. Moi, je vous montre, par exemple, dans Google ici, si je tape, oui, par exemple, le mot girafe, ok, en anglais, hein. Voilà, quand je clique sur une image, j'ai ici un petit module. Bon, il se trouve que c'est la version allemande du module, donc ça veut dire aller chercher les images. C'est le petit bouton que Google a fait disparaître il y a quelques temps, et par un module qu'on ajoute, par une extension qu'on ajoute au navigateur web, que ce soit Chrome, Firefox, Safari, ça doit marcher aussi, je pense, on peut faire réapparaître ce bouton qui permet de voir l'image en haute définition. Mais vous n'allez pas la voir, c'est pour ça que je vous redirige vers Bing qui, lui, a toujours ce bouton qui permet d'afficher les images en haute définition. Bon, ben, allons-y. Moi, je vais taper, par exemple, girafe, hein, ça n'a pas trop d'importance, mais je vais taper entre guillemets public domaine pour trouver des images du domaine public. Parce que oui, il y a plein d'images sur le web, mais on ne peut pas toutes les utiliser, évidemment. Voilà. C'est une des manières de trouver des images du domaine public, c'est de taper comme ça, entre guillemets, public domaine, en plus du terme anglais de préférence, parce que le web c'est principalement anglais. En plus du terme anglais. Et là, normalement, ce sont des images du domaine public. Alors si vous voyez qu'il y en a certaines qui sont de Wikipédia, c'est certain qu'à ce moment-là, elles sont du domaine public, parce que sur Wikipédia, c'est du domaine public, c'est sûr. Vous avez le droit de les utiliser même pour faire des documents qui vous rapportent de l'argent. Par contre, les autres, il faudra quand même, pour faire un vrai travail sérieux, aller vérifier. Voilà, par exemple, celle-là de Wikipédia, hein, wikimedia.org, Commons, c'est du domaine public, c'est certain. Les autres, il faut vérifier. On n'est pas certain. Alors, je vais cliquer sur... Ah oui, on va quand même demander des images en haute définition. Parce que là, ce sont des images, par exemple celle que j'avais repérée là. 1280 sur 853, c'est une image qui comporte peu de pixels. Je pourrais l'utiliser dans une mise en page destinée à l'impression, mais la mettre en petit. Elle pourra peut-être avoir 4 cm ou 5 sur la page. Mais si je veux une image, pouvoir l'afficher plus grande, la mettre plus grande sur la page, je vais devoir filtrer ici par taille d'image. C'est à peu près la même chose dans Google, hein. Vous avez à peu près la même chose dans Google, taille d'image ici. Je vais demander des images de minimum 2000 sur 2000. Au moins 2000 sur 2000 pixels. Ok. Et alors forcément, il y a plein d'images qui vont disparaître du résultat parce qu'elles n'ont pas, la bonne dimension. Ah ben, en voilà une par exemple qui est pas mal. 5184 sur 3456. Voilà. Vous cliquez sur elle. Enfin, vous cliquez sur une image. Vous demandez afficher l'image pour voir l'image haute définition, parce que là c'est tout petit encore, hein. Il y a peu de pixels. Voilà, là c'est l'image haute définition. Même si je clique dessus avec la loupe dans le navigateur, j'arrive à voir que quand même elle est pas trop mal. Vous l'enregistrez, clic droit, enregistrer l'image tout, vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Dans le dossier Links, c'est pas plus mal, on va la mettre à côté des autres. C'est une image JPEG, c'est pas grave, on va la transformer en Photoshop. Donc tant que vous y êtes, vous allez chercher une autre image. On va faire des petits tests sur notre page. Importer les images. C'est ce qu'on va faire. D'abord, vous allez les ouvrir dans Photoshop, les images. Donc vous lancez Photoshop en parallèle de InDesign et vous ouvrez les deux images que vous êtes allé chercher. Donc dans Photoshop, j'ouvre les images. Où suis-je? Là.
Le JPEG, c'est pas le meilleur format qui existe, bien sûr. C'est un format qui a de la compression. Si on veut faire de la retouche sur les images, on risque de voir apparaître des petits défauts. Mais bon, voilà. J'avais pas le choix. On m'a refusé le budget pour aller faire un Safari photo avec vous. Donc, voilà. Alors, les images qui viennent du web, il est probable que la couleur, la bonne couleur, apparaisse quand elles sont vues sur du matériel bas de gamme fabriqué selon les normes sRGB, standard RGB. Donc, les bonnes couleurs des images sur le web, on les voit quand on regarde les images sur du matériel bas de gamme. Il est probable que vous ayez un écran pour graphiste qui est plutôt un écran haut de gamme. Allez un peu voir dans Photoshop ce qu'il est indiqué ici dans Édition couleur de Photoshop. Édition couleur. Est-ce que Photoshop est réglé en quoi? En sRGB ou autre chose ici? RVB moniteur, d'accord. Bon. Alors, réglez-le en Adobe RGB. En général, quand on crée des images dans Photoshop, je ne parle pas d'ouvrir des images, mais je parle vraiment de créer des images. Quand on crée des images, on les crée dans un espace couleur large et riche. Si vous êtes en sRGB, ça veut dire que même si vous avez un moniteur haut de gamme capable d'afficher plein de couleurs, quand vous créez une image dans Photoshop, dans la fenêtre de l'image, c'est une simulation d'un moniteur bas de gamme. Donc vous avez intérêt la plupart du temps dans Photoshop à demander qu'il fonctionne plein pot, qu'il puisse créer des images dans lesquelles on peut mettre toutes les couleurs que votre moniteur est capable d'afficher. Et c'est donc Adobe RGB. Alors c'est un sujet très vaste, tout ce qui est profil couleur, gestion des couleurs, ça demande quelques heures, de s'y intéresser pendant quelques heures. Mais je pense que vous avez un cours là-dessus. Donc voilà. Ok. Alors, j'ai deux cas de figure ici, c'est peut-être pas le cas chez vous. Si c'est pas le cas chez vous, vous vous adaptez, vous regardez ce que je fais. J'ai ouvert une image qui a déjà un profil inclus, c'est-à-dire que dans les métadonnées de l'image, il était indiqué pour quel matériel elle est prévue. Profil RVB de l'appareil photo. Donc c'est l'appareil photo qui a inclus un profil à l'image. Donc là, je suis certain que la gestion des couleurs fonctionne, les couleurs sont normalement les bonnes. Par contre, j'ai une autre image ici que j'ai été chercher. Il est indiqué ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que pour arriver à voir ça, il faut demander ici dans le menu, à la place de taille du document, il faut demander profil du document. Profil du document, ça veut dire que l'image ici n'a pas de profil. C'est sans description, ça veut dire que Photoshop ne sait pas pour quel matériel cette image est prévue. Et il va considérer que, tiens, vu que l'espace de travail par défaut, c'est du Adobe RGB, il affiche les couleurs telles qu'elles seront vues sur un moniteur haut de gamme Adobe RGB. Mais il est fort probable que, vu qu'elle vient du web, elle est prévue pour du matériel bas de gamme sRGB. Donc je vais tester ça dans Photoshop, je vais voir qu'est-ce qui se passe quand j'attribue le profil sRGB à cette image, quand j'indique à Photoshop « Non, cette image n'est pas prévue pour du Adobe RGB. Tu dois me simuler du matériel bas de gamme dans cette fenêtre pour que je vois les couleurs, les vraies couleurs de cette image. » Vous comprenez la logique? C'est une image qui vient du web. Quand un webmaster met une image sur le web, dans un site web, il la prévoit pour que la plupart des gens voient les couleurs correctement. Et la plupart des gens utilisent du matériel bas de gamme, sRGB, standard RGB. C'est une norme de fabrication de matériel bas de gamme. Donc si je veux voir les images correctement quand je suis sur du matériel plus haut de gamme, comme c'est le cas ici, je dois indiquer à Photoshop, tu me simules du matériel bas de gamme pour qu'au moins je vois les bonnes couleurs telles qu'elles sont prévues par le concepteur de l'image. Et pour ça, vous devez aller dans le menu Édition, Attribuer un profil. Et ici, vous attribuez le profil sRGB qui est dans la liste des premiers profils là. Vous en avez plein, voilà, Adobe RGB, Apple RGB. Vous voyez, chaque fois que je change, ça modifie l'aspect de l'image. Et il y en a un qui est en principe le bon,
qui va me montrer les bonnes couleurs, c'est le sRGB, puisque c'est une image qui vient du web. Donc il est fort probable que là, ce sont les vraies couleurs prévues à l'origine, et non pas celles... Vous voyez, quand je décoche aperçu, quand l'attribution du profil sRGB ne se fait pas, ça c'est quand je visualise les pixels pour du matériel haut de gamme Adobe RGB, voilà ce que ça donne. Quand je coche, c'est un peu moins vif, c'est le sRGB. Je clique sur OK. Photoshop me simule dans la fenêtre du matériel bas de gamme. Il me simule le matériel bas de gamme sRGB. Je vois les couleurs correctement, normalement, les vraies couleurs prévues par le concepteur de l'image. Vous voyez un peu la logique? Est-ce que c'est compréhensible ou complètement incompréhensible ce que je raconte? Bien. Voilà. sRGB, c'est le bon profil vu que c'est une image qui vient du web. Alors maintenant, si c'était une image qui venait d'une vidéo, ce serait un autre profil, ce serait sans doute le Rec 709, si c'est la vidéo HD. Si c'est une image qui vient d'un appareil photo et que j'ai réglé l'appareil photo pour qu'il crée des images Adobe RGB, ça se règle dans les menus de l'appareil photo, ben, il faudrait que j'attribue le profil Adobe RGB. Mais de toute façon, vu que c'est le profil par défaut ici, il serait attribué d'office, même si l'image n'a pas de profil inclus dans ses métadonnées. Si Photoshop ne sait pas pour quel profil l'image est faite, vous avez un appareil photo, vous l'avez réglé en Adobe RGB, vous ouvrez l'image, voilà, ce sera le Adobe RGB, vous comprenez, hein, ça ne veut pas dire que le sRGB c'est le meilleur profil, au contraire, c'est un des plus mauvais. Mais, puisque l'image a été prévue pour ce profil-là, autant l'attribuer, et c'est ce qui donne les meilleures couleurs. Ok, on va enregistrer l'image sous, on va changer le format. Donc vous avez tous les formats possibles dans Photoshop ici. Oui, vous allez aussi l'enregistrer au même endroit, dans le dossier Links. Donc format Photoshop, c'est bien. Donc au lieu de JPEG, on a du PSD. Bien sûr, ça ne va pas améliorer l'image de l'enregistrer en Photoshop. Mais ça va nous permettre de faire certaines choses dans l'image qui ne sont pas possibles sur un format JPEG. Même chose pour l'autre image, je l'enregistre au format Photoshop dans le dossier Links. Donc les versions JPEG dans le dossier Links ne nous serviront plus. Je vais les laisser, c'est pas grave, mais voilà. C'est les versions Photoshop qu'on va utiliser. Alors qu'est-ce que ça dit ces images? Ben, on va aller voir, soit vous cliquez à cet endroit-là, ça vous montre les dimensions. Soit vous allez dans le menu Image, taille de l'image, ça vous les montre aussi. Allez dans le menu Image, taille de l'image. Bien, ici vous allez demander d'afficher les largeurs-hauteurs en centimètres. Vous avez la résolution en pixels par pouce. Alors souvent, quand je reçois des étudiants qui viennent de l'enseignement secondaire et qui ont fait les études graphiques dans l'enseignement secondaire, on leur a expliqué, quand vous faites une mise en page dans InDesign, vous devez toujours utiliser des images à 300 pixels par pouce. C'est la densité des pixels. Quand on imprime l'image sur une distance d'1 pouce sur le papier, 2,54 cm, il faut qu'il y ait 300 pixels qui soient utilisés pour créer l'image sur 1 pouce sur le papier. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la résolution. On leur dit, vous devez ouvrir les images dans Photoshop et mettre 300 pixels par pouce. C'est absolument faux. C'est quelque chose qui était vrai dans les années 90, mais là, depuis le début des années 2000, ce n'est plus nécessaire de s'occuper de la résolution. C'est pour ça que j'ai ici une résolution de 72 pixels par pouce, qui est typiquement une résolution pour un affichage sur écran, mais ça n'a pas d'importance. Dans InDesign, vous allez voir que ça va de toute façon changer en fonction de la dimension que vous donnez à l'image. Elle est très grande, cette image. On pourrait se dire aussi, tiens, 182 cm sur 121, c'est immense, il faut que je la réduise pour l'utiliser dans InDesign. Que nenni! Ça n'a aucune importance. Donc dites-vous bien que la seule chose qui est importante quand vous utilisez une image dans la mise en page, c'est la définition. C'est-à-dire de combien est composée l'image, de combien de pixels en largeur, en hauteur.
il faut que la définition soit correcte. Plus vous voulez mettre l'image grande dans la mise en page, plus il faut qu'il y ait de pixels dans l'image. Mais la résolution, aucune importance. Ça pourrait être 36 pixels par pouce, 300 pixels par pouce, 3000. Ça n'a absolument aucune importance. La seule donnée qui compte ici, c'est ça. Alors pourquoi est-ce que certaines personnes disent qu'il faut que les images soient à 300 pixels par pouce quand on les utilise dans InDesign? C'est parce que dans les années 90, le logiciel InDesign ne faisait pas bien leur dimensionnement des images, la réduction des pixels, ça se faisait pas bien. Et son prédécesseur aussi, Quark Express, un logiciel de mise en page qui a quasiment disparu maintenant, faisait mal ça aussi. Donc on disait qu'il fallait préparer les images dans Photoshop à l'avance. Alors, vous allez... donc, vous pouvez fermer les images si vous voulez pour l'instant dans Photoshop et on va les importer dans InDesign. Vous faites fichier importer, file place. Vous allez chercher là où il se trouve dans le dossier links vos versions Photoshop des images. Vous pouvez les activer toutes les deux si vous voulez. Voilà. Vous cliquez sur ouvrir dans la boîte. Et alors, vous pouvez décider avec les flèches au clavier laquelle vous posez en premier. Vous avez des flèches sur le clavier. Bon, je vais poser celle-ci dans ce bloc-là, et celle-là, je vais la mettre là. Voilà. Ok, je sélectionne avec la flèche noire ce bloc-là, et je vais voir dans la palette des liens, menu fenêtre, liens, dans la liste là, de toutes les images utilisées par le document, celle que j'ai sélectionnée, là, j'ai sélectionné le bloc avec la flèche noire, ben voilà, elle apparaît là, elle est là. J'ouvre les petites informations qui sont là en bas. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? L'image qui, dans Photoshop, avait une résolution de 72 pixels par pouce, elle est maintenant à 978. Donc on est largement au-dessus des 300 pixels par pouce qui sont préconisés quand on fait un travail pour un imprimeur. Donc vous voyez le principe, c'est que l'image qui faisait 100 pixels, 100 cm, elle faisait combien? 100 cm sur 150, un truc comme ça? Elle a été réduite sur ma page. C'est une page format A4, donc elle fait combien là? Elle fait 12 cm sur 8. Ben oui, elle a été réduite. Donc les pixels se sont tassés les uns sur les autres. Donc la résolution, la densité des pixels a augmenté. Vous voyez, c'est pour ça que ça n'a aucune importance à quelle résolution l'image se trouve au départ. Ce qui compte, c'est ceci, la résolution effective. Si vous faites un boulot pour un imprimeur et que vous êtes largement en dessous des 300 pixels par pouce, problème. Il faut faire l'image plus petite sur la page. Mais dans ce cas-là, aucun problème. Je suis au-dessus, très largement au-dessus. Alors l'autre image, je clique sur elle, je vais aller voir. 887, donc celle-là comportait moins de pixels que l'autre. La définition était moins bonne. Quoique pas mal quand même. Hein. 4500 pixels sur 3400. À cette dimension-là sur la page, les pixels se tassent les uns sur les autres et la résolution effective, la vraie résolution est de 887, donc aucun problème. Donc voilà, et vous avez plein de gens qui vont caler là-dessus, et ils vont aller chercher une image sur le web, et ils vont dire « Tiens, elle est en 72 pixels par pouce, je ne peux pas l'utiliser, dommage ». Mais pas du tout. Vous pouvez bien sûr l'utiliser dans une mise en page.